Et On ils n'a ont pas semé. retourné la terre. On n'a pas retourné la terre, pardon. On a utilisé la grelinette, on a À fait peine. des buts, on a On fait des on buts. s'est arrêté rapidement. Allez, non, non. Donc moi je suis Anne Montmory, je suis à Ecoravi, on dit actrice chez nous, actrice à Ecoravi depuis 3 ans. Je vais être habitante à partir de premier trimestre 2021. Je suis coach professionnel, j'anime des formations, enfin voilà, je suis dans la vie professionnelle avec des entreprises, dans le management. Moi, Dominique Giral. Donc moi j'ai été chef d'entreprise pendant des années et puis depuis une douzaine d'années j'ai animé des stages de développement personnel et j'ai été thérapeute et je suis dans le projet d'Ecoravi depuis 2011. Je m'appelle Alaine Gorge. J'ai décidé de mettre les dernières billes de ma vie pour rester vivante jusqu'à ma mort. C'est une utopie réalisée, qui fonctionne, qui a démarré en 2007, donc voilà, ça marche. Donc c'est pas des doux rêveurs, parce que ça c'est souvent l'idée qu'on est des doux rêveurs. On n'est pas que des doux rêveurs, on est des rêveurs mais les pieds sur terre. Écologique, coopérateurs réunis pour un habitat vivant, intergénérationnel et, entre parenthèses, solidaire. Pour moi, Ecoravi, c'est un habitat participatif, ça veut dire qu'on participe à l'organisation et aux décisions. C'est un habitat écologique, donc on est dans un habitat en bois, terre-paille, avec des toilettes sèches, pas de chauffage, et solidaire. C'est-à-dire qu'on a une solidarité pas seulement dans le quotidien, mais aussi financière, qui est très très importante. Et puis le dernier, c'est un habitat humain, à taille humaine et humain dans le lien relationnel. Voilà, on a mis en place plein de choses pour que l'humain se passe bien aussi. Voilà. Pour moi, on est en train d'essayer d'accoucher d'un projet, le prétexte c'est l'immobilier, mais en fait c'est un projet d'humain qui va fonctionner et fonctionne complètement différemment, où l'argent est à sa place, où les valeurs humaines sont réellement au centre avec un acharnement phénoménal pour garder cette humanité au centre du groupe, de façon à ce qu'on ne s'égare pas dans tout ce qui est horizontal, en termes de construction, d'organisation des paysages et de communication. Je vais aussi rajouter que c'est un habitat transgénérationnel. Ici à Ecoravi, on est 42 personnes avec 24 adultes et le reste c'est des enfants et c'est de 2 à 86 ans. En fait, c'est quand j'avais 7 ans. 7 ans, j'ai réalisé que le monde était mal foutu et que les grands s'étaient trompés. Et je me suis dit, ils ne l'ont pas vu. Donc, quand on sera grand, avec mes copains, on fera autrement. Ça a été une révélation essentielle et qui a guidé toute ma vie. Et depuis, j'ai été contraint dans l'ordinaire tyrannique de gagner ma vie comme j'ai pu. Mais en fait, j'étais complètement animé par remettre droit ce monde. Droit, ça veut dire au service des humains qui le composent et pas au service des organisations que les humains ont mises en place. Enfin, on a tout tordu. Et c'est incroyable qu'il n'y ait pas de mouvement plus fort que ça, quoi. Donc, moi, quand je suis arrivé à Ecoravi, la première fois, j'ai vu ça. J'ai vu, après avoir feuilleté beaucoup de choses, j'ai vu que ces gens savaient s'écouter, se parler, et de fait, il y avait de l'amour entre eux, alors qu'ils étaient en train d'organiser le monde, d'organiser un monde, de fabriquer quelque chose. Donc ça a complètement fité tout de suite, et je me suis dit, mais je suis au bon endroit, et je me suis arrêté. Moi, je devais avoir dans les 25 ans, peut-être, quand j'ai eu le premier déclic. Je veux dire, le premier déclic, moi, ça a été de rencontrer une communauté qui est la communauté Lanza del Vasto, qui avait un lieu à côté de chez moi, et en fait, où j'allais à peu près tous les mois. Et je me suis dit, mais c'est génial, cette idée d'être ensemble. Et quand je rentrais à la fin du week-end, je me disais, mais qu'est-ce que je fais chez moi, avec ma petite machine à laver, ma petite télé, mes petits-enfants. J'avais envie de plus grand. Voilà. Donc ça, c'était le premier déclic. Le deuxième, c'était
le côté écologique, ça a été vraiment mon deuxième déclic à un moment où j'ai rencontré l'écologie. Enfin, je l'ai rencontré aussi par le biais de l'éducation de mes enfants, etc. Et je me suis dit, mais il faut vraiment faire quelque chose pour la planète. On ne va pas pouvoir rester une organisation comme celle-là ou une façon de faire comme celle-là. Et puis le troisième, c'est quand j'ai rencontré Ecoravi. Moi, je suis arrivée ici et je me suis dit, mais il y a tous les ingrédients. Il y a l'écologie, il y a le côté vivre ensemble. Et puis la troisième chose, c'est qu'il y a l'humain. Et moi, pour moi, dans le métier que je fais, ce qui est essentiel, c'est l'humain. Donc créer des liens avec des personnes de différents âges et que ça se passe bien. Parce qu'on sait bien que dans les groupes, la plus grande difficulté, c'est que ça se passe bien. Moi, j'ai passé ma vie à écouter les gens. Donc j'étais dans l'humain, j'ai fait que ça. Et bon, j'ai pas d'enfant. Et je ne voulais pas ennuyer mes frères et sœurs et mes neveux et nièces en prenant de l'âge. Donc j'ai été au courant de ce qui se faisait dans l'habitat participatif. Et un jour comme ça, à Marseille, dans une réunion d'habitat participatif national, je me suis inscrite dans un atelier qui disait « Peut-on se passer des banques ?» C'est là où je les ai connus. Je suis venue les voir. Le projet était déjà très bien ficelé au point de vue organisation de la solidarité entre les générations et entre les apports. Donc voilà, je me suis dit, j'y vais. J'ai mis tout mon pactole. Un habitat participatif, c'est parce que je n'ai pas... j'ai le goût du collectif depuis tout petit. Pour plein de situations que j'ai vécues et que je me suis coltiné très tôt à ça, et j'ai vu l'intérêt de pouvoir partager avec mes congénères un tas de choses. Donc pourquoi la gouvernance partagée et qu'est-ce que c'est? Alors qu'est-ce que c'est que... Alors la gouvernance partagée, c'est en fait il n'y a pas de chef déjà, premièrement, c'est un truc essentiel, fondamental et à surveiller au quotidien parce qu'un chef surgit de par son implication plus grande, de par ses compétences plus grandes, de par sa motivation plus grande, de par pourquoi pas dans certains groupes l'apport en capital plus gros, de par le fait qu'il parle bien et fort et vite et plus. Voilà, donc en fait on apprend dans cette gouvernance horizontale à répartir les pouvoirs, même si on a chacun des puissances très différentes. Dans certains domaines, certains de nous sont très en avance, beaucoup plus puissants que d'autres. Et bien c'est pas pour ça que le pouvoir leur est conféré. Et ça c'est une surveillance d'organisation, de rôle et de remise en cause et de rotation des rôles. Donc c'est très sophistiqué quand même, très énergivore dans le sens organisationnel. Mais alors après, par contre, quand ça marche, et ça marche grâce à l'Université du Nou, ça marche, c'est très 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 efficace. Donc on va beaucoup plus vite, on arrive effectivement à prendre des décisions remarquables, où chacun a le temps, parce qu'il a le devoir, de s'exprimer et tout se passe, disons, pas parfaitement, jamais, mais bien. Et on a des moyens de réguler les tensions si justement il y a des frustrations qui sont vécues, des prises de pouvoir inhérentes à la puissance de chacun. Et tout ça, on va pouvoir le mettre sur la table, en débattre, en discuter et travailler sur notre fonctionnement sans attaquer l'identité. La gouvernance partagée, pour moi, c'est essentiel, je viens de le dire par rapport à moi, mais c'est aussi essentiel de mettre en place des outils. Parce qu'on parle bien sûr de gouvernance partagée, dans le monde des entreprises, on parle des entreprises libérées, où tout le monde participe. Mais ce qui est compliqué, c'est d'avoir les outils pour. Donc ici à Ecoravi, on a mis en place des outils pour assurer cette gouvernance partagée. Avec, en particulier, on a suivi des formations avec un organisme que je tiens à citer qui s'appelle l'Université du Nou, qui est un organisme de formation qui est super intéressant et qui nous a guidés dans ce chemin de façon, voilà, on a inventé des choses, on l'a mis à notre sauce,
mais il y a des règles de base qu'on a utilisées pour ça, et puis on a utilisé beaucoup aussi la CNV, la communication non violente. Je voudrais rajouter que la gouvernance partagée, c'est on prend une décision, on décide de quelque chose que quand tout le monde est d'accord. Et la cerise sur le gâteau, c'est que chacun peut avoir les plus hautes responsabilités et la personne est tirée au sort. Donc on ouvre nos CA avec un rituel d'ouverture d'un cercle qui est lu à haute voix et qui est celui-ci. L'art du cercle de concertation est celui de la coopération, du dialogue, de l'engagement et de la responsabilité. En allumant la bougie qui est devant nous, nous acceptons de mettre le meilleur de nous-mêmes au service du nous. Le cercle est le lieu où nous exerçons le pouvoir. C'est l'espace dans lequel nous allons prendre les décisions nécessaires au bon fonctionnement des corps à vie. Ici, nous nous engageons à la bienveillance, l'écoute et le respect de la liberté de parole de chacun. Ici, personne n'a raison. Chacun a son point de vue. Ici, nous n'avons pas d'autre adversaire que nous-mêmes. Nous sommes engagés à la vie et au développement du projet. Et pour moi, trouver sa place dans le groupe, c'est aussi en fait l'ouverture qu'il y a ici au sein du groupe, de dire quand on a une initiative, une envie, eh ben on y va. C'est la CNV, la communication non violente. En fait, c'est un état d'être, un état d'esprit, une vision de la vie, une pratique, donc bon, une méthode, si on veut. C'est un peu restrictif. Et donc, c'est la première des choses qui a été mise en place avec Coravie. Donc en 2011, ça marchait déjà très bien, puisque c'est ça qui m'a fait m'arrêter dans ce groupe. L'attention particulière qu'on a, c'est l'écoute, c'est-à-dire on est à l'écoute aussi des uns des autres. Et ça, pour pouvoir dire, on y va sur cette initiative, il faut pouvoir écouter ce qu'il a envie de faire. Et la deuxième chose, c'est la bienveillance. Donc on est toujours dans l'idée de l'accueil bienveillant, de l'idée saugrenue que ma voisine est en train de proposer et qui me paraît complètement inintéressante pour moi. Donc voilà, c'est écoute et bienveillance vis-à-vis de chacun. L'ancrage dont je parle, que j'ai rencontré, c'est mon aptitude que j'ai pu développer à être strictement dans le présent. Pas en projection sur d'autres sujets que le présent, et pas en projection sur le futur ou sur le passé. Là, maintenant. Est-ce que c'est suffisamment intéressant de vivre maintenant, là, ce qui se passe? Est-ce qu'il y a du goût, de la matière, de la puissance, est-ce que c'est quelque chose à bouffer là-dedans? Et le passage, ça a été de sentir déjà mon contact avec les supports de mon corps. C'est-à-dire si je suis debout, la plante de mes pieds. Si je suis assis, mes fesses sur la chaise. Et au-delà, après, si j'ai des tensions dans mon corps. S'il y a des endroits qui demanderaient à en fait être un petit peu mis en mouvement pour alléger une tension qui est en train de se figer, de se bloquer, de par une pensée ou une position physique. Ça, forcément, ça me met dans le présent. Et ça peut suffire si j'ajoute le goût, le son de ma respiration et la sensation d'entrée-sortie de l'air, chaud, froid, humide. Tout ça fait que là, j'arrive très facilement à être là. Du coup, je pose mon attention totalement à partir de toute cette présence qui est issue de mes sensations corporelles. Je pose mon attention sur la situation. Que ce soit un être humain, un animal ou une nature morte. La nature. Et ça suffit pour être là. Et ça prend une densité suffisante pour m'éviter d'avoir à courir effectivement après des artifices de droite et de gauche. Moi, quand j'étais jeune, j'étais extrêmement timide, je pense qu'effectivement l'âge joue, c'est-à-dire qu'avec l'expérience ça évolue, mais je pense que ce qui m'a permis de sortir de ça, ça a été le travail de développement personnel, d'accompagnement avec des psychologues, des groupes de thérapie qui m'ont permis de sortir de
comment ça se fait, de ma difficulté, de pas confiance en moi. J'avais aucune confiance en moi. Donc ça a été un travail individuel, personnel, qui m'a permis d'avancer là-dedans et du coup qui me permet d'être connecté aux autres. Parce qu'autrement, si moi je suis perdue, si j'ai pas confiance, je ne suis pas connecté aux autres. Forcément, j'ai peur, je suis dans la peur et l'inquiétude. Et la deuxième chose qui m'a été très utile pour moi, en tout cas, c'est ce que j'appelle des signes de reconnaissance, des personnes qui m'ont dit « Ouais, mais c'est super ce que tu fais ». Alors du coup, au début, j'écoute, puis je dis « Non, mais il exagère ». Et puis voilà, le fait de l'entendre et de me dire « Bon, bah écoute ce qu'on te dit, et peut-être c'est juste que effectivement, tu es capable de faire et tu le fais bien ». Donc ça m'a aidé à me construire et à construire ma confiance en moi. Donc le travail individuel et puis les autres autour de moi qui étaient, voilà, j'ai peut-être fait aussi un peu le vide à un moment, d'être avec des personnes qui étaient plus dans cette attention et dans le lien humain, dans le positif, que d'être avec des gens qui allaient me dire des choses négatives. C'est parti de, les jeunes ils aimeraient bien acheter un trampoline pour jouer. Cette idée-là, hein. Bon, alors un jour, en conseil d'administration, on dit bon ben on va mettre le sujet sur la table. Est-ce que tout le monde est d'accord pour acheter un trampoline? Et alors là, contrairement à moi, ce que j'imaginais, moi j'ai dit un trampoline, un trampoline, les enfants sont contents, ils jouent. Mais ça a été une levée de bouclier de la part d'un certain nombre de personnes qui ont dit mais un trampoline c'est pas écolo, un trampoline c'est du plastique, un trampoline ça met les enfants dans une dynamique d'avoir des outils pour jouer alors qu'ils peuvent jouer tout seuls, c'est cher. Enfin, je vous passe tous les détails parce que c'est moche. Voilà. Où on va le mettre, ça fait du bruit. Où on va le mettre, c'est bruyant. Voilà. Donc ça a commencé comme ça. Donc, alors cette histoire a commencé comme ça et on a quand même mis à peu près, combien, 3 mois, 6 mois. On a dû mettre 6 mois pour prendre une décision qui nous paraissait à la base un truc simple quand on achète un trampoline. Voilà, donc c'était un cheminement intéressant parce que du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un petit groupe qui est parti, enfin qui est sorti, voilà, qui a pendant plusieurs semaines travaillé sur comment lever les objections, puisqu'il y avait des objections de cette recherche. Donc ils ont travaillé sur lever les objections et la première piste intéressante qui a été prise, c'est de dire on va impliquer les enfants dans le fait de réfléchir à comment on lève ces objections des gens qui ne veulent pas de trampoline. Donc, si je peux et dire la stratégie, c'était de comprendre réellement ces objections qui sont complètement des pépites en fait. Hein. C'est pas du tout des balivernes en réalité. En tout cas, au sein de toutes ces objections, il y a vraiment des cadeaux faits pour le groupe. Et que les enfants comprennent, parce que c'est inimaginable donc pour certains adultes, mais c'est totalement inimaginable non plus pour les enfants. Tout autant pour les enfants. Donc, s'ils doivent travailler à la levée des objections, ils sont obligés de se sentir concernés et en empathie avec les auteurs de ces objections. Comprendre, monter sur la colline de l'autre pour voir le paysage. Wow, ah oui, c'est bruyant, d'accord. Bon, je peux pas m'en foutre alors, sinon j'aurais pas de tempo. Comment on fait? Et donc on les a complètement amenés à travailler eux-mêmes sur le sujet, au point que finalement, c'est eux entre eux qui ont bossé avec juste un adulte pour prendre les notes et pour peut-être timer un peu les temps de parole, enfin pour organiser juste la réunion en tant qu'animateur, mais pas en tant que travailleur de fond. Ça a été une révélation. Les enfants ont fait ce qu'ils voient qu'on fait, nous les grands, pour le trampo. Et il y avait, par exemple, je vais donner un exemple très concret, il y avait des adultes qui disaient « Ah oui, mais alors un trampoline, c'est dangereux. » Donc c'est pas question que les enfants ils montent sur le trampoline parce qu'on se casse le bras, on se casse une jambe. Enfin bon, il y a des idées qui sont justes, hein. Il y a des gens qui se font du mal sur un trampoline. Et en fait, des enfants ont mis en place un système où ils ont dit « Pour être sur le trampoline, il faut passer le diplôme de celui qui peut aller sur le trampoline. » Donc chaque fois qu'il y a quelqu'un qui arrive à Ecoravi, si tu veux sauter sur le trampoline, si tu veux y aller, il faut que tu passes le diplôme enfin le diplôme, c'est un petit examen pour te montrer comment tu sautes, comment tu sécurises le fait de sauter. Enfin, voilà, il y a des petites règles. Donc c'est pour dire que le sujet a été du coup travaillé à la fois par les enfants, a été reproposé donc en CA et au bout de, je crois que c'est 3 mois ou 6 mois, je me souviens plus, ça a été extrêmement long, je crois que c'était 6 mois. Et au bout de 6 mois, les objections ont été levées, tout le monde était d'accord sur le trampoline. Il s'est quand même passé des choses difficiles, c'est que pendant 3 mois, il y a une personne qui habitait à Ecoravi qui a dit « Moi, je m'écarte du groupe parce que c'est plus du tout dans ma philosophie ce qui est en train de se passer. Le trampoline symbolise un truc des valeurs et de ce que je cherche et pour moi, ça ne va pas. »
Donc elle s'est écartée du groupe pendant 3 mois. Mm. Finalement, elle est revenue. Ses enfants sautent sur le trampoline, ils sont ravis. Et puis il y a quand même eu une famille qui a dit non, qui n'était pas éco-ravie, qui était en train d'arriver Oui. et qui a dit non, mais ça nous va pas. Ça nous va pas, donc on vient pas. Ça fait trop Voilà. parc Astérix. Voilà, c'était ça aussi. Et puis aussi, il y a une gestion, une surveillance pour que le matériel perdure, puisqu'il y a beaucoup de potentiel d'usage. Donc ils ont mis des règles de nettoyage avec des outils, une balayette, enfin des règles, des horaires pour les créneaux horaires entre les enfants masculins, féminins, les grands, les petits. Tout ça est géré par les enfants. Mais ce qui a été le plus extraordinaire, Oui. c'est la suite. Les enfants se sont réorganisés d'une façon qu'on n'imaginait pas. On avait fait des groupes d'âge, ils avaient fait des groupes d'âge, tandis que ça a mélangé les filles et les garçons, les petits avec les grands qui s'occupent des petits, qui sont devenus grands frères. Ça nous a un peu bluffés. Alors moi j'aurais envie de dire le premier avantage d'habiter dans ce lieu écologique, participatif et tout ce qu'on a dit, c'est être dans un lieu qui respecte la planète et donc du coup avoir la sensation de vivre en respectant la terre, ça c'est pour moi la première chose. La deuxième chose c'est la solidarité. La solidarité à plusieurs niveaux, que ce soit la solidarité dans le quotidien, mais aussi la solidarité financière qui est en place ici. Je vais donner des exemples de la solidarité humaine. Il y a une personne qui s'est cassé le bras ici et on a fait ce qu'on appelle les repas, la ronde des repas. La ronde des repas, c'est-à-dire que chacun à notre tour, on va faire un repas pour la personne qui est handicapée ou qui a un problème de santé. Donc ça c'est au concret, au quotidien, ce genre de choses, pour moi super important. La solidarité financière, c'est-à-dire que si quelqu'un a une difficulté financière au sein d'Ecoravi, dans le côté paiement du loyer, etc., il y a une solidarité qui se met en place. Donc ça c'est la solidarité. Et puis qu'est-ce que je pourrais dire, le troisième point d'intérêt dans cet habitat? Bon, j'en ai pas pour Peut-être l'instant. le côté intergénérationnel. Ah oui, alors l'intergénérationnel, bien sûr, parce que pour moi, il y a une diversité de points de vue, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que chaque fois qu'on réfléchit à quelque chose, eh ben, il y a une diversité de points de vue qui est selon l'âge, parce qu'on ne réfléchit pas de la même façon quand on est enfant ou quand on est adulte. Donc il y a cette diversité, l'aspect transgénérationnel, qui fait aussi pour moi, qui est important, c'est-à-dire que les personnes âgées ne sont pas... Aujourd'hui, je vais le dire comme ça, on parque les personnes âgées dans des EHPAD. Enfin, c'est un peu fort quand je dis ça, mais j'ai beaucoup bossé sur ce sujet. Il y a un problème de ghetto, on parle de ghettoisation des personnes âgées. Et pour moi, la solution ici, c'est de pouvoir mélanger les jeunes et les moins jeunes. C'est un apport pour les jeunes parce que voilà, les grands-mères s'occupent des enfants quand les parents travaillent ici, par exemple. Hein, il y a des organisations qui sont comme ça. C'est intéressant pour les jeunes d'avoir aussi, de pouvoir partager avec des personnes comme Alette. Enfin, je dis les jeunes, pas seulement les enfants, mais les jeunes, les ados. Hein, il y a des jeunes ados ici de 15-16 ans. Donc c'est aussi intéressant de pouvoir partager avec d'autres personnes que ses propres parents et d'autres personnes avec d'autres âges différents. Pour moi, il y a une chose qui est super importante, c'est que on est tous orientés pour créer quelque chose de pur, de beau, tous azimuts. Donc c'est très vaste en fait. Et ça, c'est un dénominateur commun qui donne une énergie folle, qui donne un sens à toutes nos actions pour faire du beau, du pur, du durable, de l'inspirant. Et où chacun de nous, on goûte en tout premier lieu à ça. C'est-à-dire qu'on est bien, on est heureux, puisse s'épanouir, qu'il y ait de la place pour chacun de nous, ce qui est une gageure extraordinaire. Et donc qui engendre de se coltiner les uns aux autres, de pétrir la matière humaine de manière absolument obligatoire. Donc ça c'est quand même très exigeant. C'est vrai que ceux qui voudraient pas se coltiner à cette matière humaine, je crois que ce sera assez dur. Mais c'est possible quand même, parce qu'il y a du respect au niveau de la privacy. Ici, on n'est pas obligé, on n'est jamais obligé ici. Donc on respecte les élans
et les retenues. Il n'y a pas d'obligation, quoi. Donc moi, cette ouverture me réjouit, quoi. C'est carrément l'idéal de vie. C'est ce que je voulais faire quand j'avais donc 7 ans. Et qui advient ici, avec l'argent à sa place. Il y a des riches, il y a des pauvres, ça ne veut strictement plus rien dire. Riche, pauvre, c'est des notions éculées. Et on travaille juste sur l'humain, notre capacité à être avec, ou à se terrer chez nous. Et ça génère, pour moi, des tensions, ou de la tristesse, ou de la joie. Mais c'est de l'humain, quoi. Donc moi, c'est ça le premier truc énorme. Le deuxième, ça peut être effectivement qu'on a réussi à mettre l'argent pour une fois à sa place. C'est vraiment qu'un outil. Ça n'est pas du tout une valeur autre qu'une valeur d'échange obligatoire pour l'instant, que peut-être on va arriver à zapper par des crypto-monnaies qu'on pourrait créer entre habitats groupés pour sortir de ce système effarant de l'euro, avec des participations croisées entre les habitats groupés, avec des échanges, avec des soutiens en cas de difficultés financières des uns ou des autres. Tout ça, c'est un projet qu'on est en train de mener à un très petit nombre, on y réfléchit, mais on a envie de bouger, quoi. L'argent, c'est pas possible que ce soit pas un facteur d'expansion. C'est un rétrécissement. Le fait que l'argent soit rare pour un nombre considérable de gens, c'est une erreur. Ça fait partie des erreurs dans notre organisation sociétale, que l'argent soit rare, c'est pas normal. Pourtant, c'est exactement là-dessus que repose le pouvoir de cette pyramide effarante et effroyable sur l'humain. Donc, vraiment avoir réussi ça au sein des Coravi, ou être en cours de réussir, hein. On s'est passé des emprunts bancaires, par exemple. C'est extrêmement audacieux d'avoir tenté le challenge et de l'avoir réussi. C'est une performance extraordinaire. La mutualisation ici à Ecoravi, il y a plusieurs choses. Il y a par exemple des espaces, très concrètement, des espaces pour laver son linge. En sous-sol, on a une ou deux machines par bâtiment. On a 3 bâtiments ici. Et chaque bâtiment, il y a 6 familles. Donc on mutualise par exemple les machines à laver. On mutualise aussi un bureau. Il y a un espace bureau qui est mutualisé entre plusieurs personnes. Et du coup, à l'intérieur de ce bureau, il y a une imprimante, il y a des outils pour pouvoir utiliser les outils de la bureautique. Et ensuite, il y a par exemple le jardin. On a un jardin qu'on partage tous ensemble, enfin ceux qui ont envie d'ailleurs, parce qu'il y en a qui n'ont pas envie de mettre les mains à la tête. Donc les personnes qui participent, le jardin est commun et voilà, on a 12 poules, on a des œufs qui sont produits. Et donc on se partage les œufs des poules, voilà la mutualisation qu'on fait. Et puis on a aussi tout doucement une voiture qui est mutualisée. C'est-à-dire qu'il y a une voiture qui est à disposition des habitants. Bon, on a encore plusieurs à avoir des voitures, mais on a déjà une voiture et un camion mutualisé. Les outils qu'on a mis en tous les commun. outils sont mutualisés, les outils que ce soit de bricolage, de jardinage, voilà. Même et puis de sport. on s'échange quand on a besoin de quelque chose. Les bouquins aussi, quand on cherche un bouquin, voilà, ça circule. Suis ton idée, mais trouve les moyens et puis persévère. Est-ce que tu te sens capable de distinguer ce que tu aimes de ce qu'on t'a inculqué, de ce qu'on t'a fourré dans le crâne, que ce soit à l'école, à la télé, chez les parents, avec les amis, etc. Essaye de choper l'endroit où il y a quelque chose qui se dit, qui émerge et qui existe, qui peut être un peu diffus, un peu fragile, mais qui est là, ressenti. Pas tant dans la recherche d'une pensée logique qui tienne debout, qui puisse être présentable, c'est même pas la peine. Juste un ressenti d'envie, d'aller avec
quelque chose, d'aller vers quelque chose, de goûter à quelque chose. Et ça, c'est légitime. Tout le reste ne l'est pas légitime. Tout le reste, c'est j'ai reçu des informations. Et de tout ça, est-ce que avec tout ça, à l'intérieur, quand c'est mélangé, quand c'est digéré, ça fait quelque chose et ça fait moi. Et ce moi, il a envie de faire ça, il a envie de partir en voyage, il a envie d'être homosexuel, il a envie de vivre dans la nature, il a envie d'être paysan, il a envie de... Il a envie. Et je rejoins Alette pour dire, alors là, t'as trouvé, vas-y. J'ai 3 enfants qui ont entre 21 et 27 ans et qui cherchent leur voie, clairement. J'en ai un qui fait des études et qui sait passer la bonne voie. J'en ai un qui est derrière son ordinateur à jouer et qui ne sait pas bien ce qu'il va faire de sa vie. Et puis j'ai un troisième qui est l'aîné qui commence à avancer sur ce chemin-là. J'aurais envie de dire la première chose, c'est suis ton cœur. C'est pas seulement suis ton idée, mais suis ton cœur. Et pour moi, quand je dis ça, c'est difficile quand on est jeune de suivre son cœur parce qu'on ne sait pas dans quel endroit il est. Dom l'a dit, on ne sait pas bien ce qui est de moi, ce qui est de ce que j'ai reçu. Donc c'est suis ton cœur et va explorer qu'est-ce qui te plaît, quelles sont tes valeurs à toi intérieures, quelles sont les choses que tu as envie de vivre. Parce que quand on est jeune, on a du mal à repérer ça. Enfin, en tout cas, moi, j'avais du mal à repérer ça. Qu'est-ce qui me faisait plaisir et le sens qu'est-ce qui faisait sens pour moi. Donc suis ton cœur, cherche qu'est-ce qui fait sens pour toi. Et la troisième chose vraiment pour moi importante, c'est expérimente. Va expérimenter. Si ce qu'on te dit là sur Ecoravi, ça te parle, mais viens nous voir, viens visiter Ecoravi. On a des visites tous les mois ici. Et s'il y a des lieux comme ça que tu as envie de rencontrer, mais vas-y, bouge et va expérimenter des choses, rencontrer du monde et voir si ce que tu imagines c'est ça. Et peut-être ce qu'on te dit sur Ecoravi, ça te donne une idée, puis tu vas venir et tu vas dire bah non, mais finalement c'est pas ça que j'ai envie de faire. Et c'est ok. Donc voilà, expérimente, rencontre du monde et voilà, et avance. Et là, vous pouvez venir ici à Ecoravi visiter le lieu. On a organisé des réunions tous les mois, une fois par mois, à partir du mois d'août avec l'histoire du confinement. Donc vous pouvez venir soit passer la visite le dimanche après-midi ici, mais vous pouvez aussi venir tout un week-end ici. On vous loge et puis vous pouvez venir participer à la vie. Et puis on a aussi ce qu'on appelle des chantiers participatifs, si vous voulez venir travailler, nous donner un coup de main.